restons dans le fitness et cette fois-ci, évoquons les lignes directrices principales pour les techniques d'exercice physique. Alors, disons qu'il faut d'abord savoir qu'il y a différents types d'exercices. Il y a les exercices fondamentaux et les exercices d'assistance. Les exercices fondamentaux sont les exercices qui recrutent une ou plusieurs grandes zones musculaires, comme par exemple la poitrine, les épaules, les hanches ou encore les cuisses. Et ces exercices impliquent deux articulations primaires ou plus et sont prioritaires dans la sélection en raison de leur application directe au sport. Maintenant, si on passe aux exercices d'assistance ou encore les exercices complémentaires qui recrutent généralement des zones musculaires de petites dimensions, comme par exemple les membres supérieurs, les abdominaux ou encore le cou. Et ces exercices n'impliquent qu'une seule articulation primaire. Disons qu'une application courante des exercices d'assistance est la prévention ou la réhabilitation des blessures, car ces exercices permettent d'isoler souvent un muscle ou un groupe musculaire. Si on parle par exemple des muscles, on peut parler du droit fémoral qui est un muscle biarticulaire, car il va de l'articulation coxo-fémorale au genou. On peut aussi évoquer le grand adducteur qui est un monoarticulaire, qui est un muscle monoarticulaire. Disons que les insertions tendineuses extrêmes relient deux segments osseux articulés entre eux. Si on va évoquer les exercices, on parle des exercices multi-articulaires, qui sont également appelés exercices polyarticulaires ou plurisegmentaires ou encore multimusculaires. Ce type d'exercice représente la catégorie d'exercices qui sont utilisés dans l'entraînement avec les charges qui, lors de l'exécution, impliquent plus d'une articulation. Et ces exercices peuvent être également appelés biarticulaires s'ils impliquent spécifiquement deux articulations. Les exercices multiarticulaires tels que la leg press ou encore le développé couché imposent. Les développés couchés, c'est beaucoup les bodybuilders et ceux qui sont spécialistes du fitness savent de quoi il est question. Disons que les exercices multiarticulaires imposent des mouvements qui impliquent plusieurs articulations et plusieurs groupes musculaires dans le mouvement. Et souvent, les exercices multi-articulaires peuvent être plus dangereux pour les sujets inexpérimentés en raison de la demande technique de coordination et d'engagement neuromusculaire plus élevée. C'est pour ça que j'ai dit, certaines personnes vont en salle, très souvent c'est pour rechercher du bénéfice, mais ils en sortent avec des blessures et des douleurs. Et disons que ce type d'exercices sont particulièrement représentés dans les membres inférieurs où ils assument une fonction antigravitaire importante. Donc, beaucoup recommandent de choisir les exercices multi-articulaires plutôt que les exercices mono-articulaires. C'est ce qu'on fait dans les salles de fitness. Donc, il est généralement suggéré de faire d'abord des exercices multi-articulaires qui impliquent une masse musculaire plus importante que mono-articulaires qui recrutent des groupes musculaires de plus petite taille, comme j'ai expliqué au début. Quels sont les avantages des exercices multi-articulaires? Ils impliquent plusieurs articulations, répartissant ainsi davantage la charge. Ils sollicitent plusieurs groupes musculaires. Ils conviennent généralement à toutes les intensités. Ils sont aussi les seuls adaptés aux intensités moyennes, les intensités moyennes ou encore élevées aux faibles répétitions. Ils sont plus adaptés au renforcement de la condition physique générale. Ils sont seuls adaptés au développement de la force et de la puissance musculaire. Ils stimulent aussi la réponse métabolique ils ont une bonne stimulation de la réponse métabolique. Ils stimulent davantage l'augmentation de la masse musculaire. Il y a les avantages et les inconvénients. Les inconvénients des exercices multi-articulaires sont, premièrement, disons qu'ils permettent une exécution articulaire parfois plus limitée. Par conséquent, ils permettent parfois une amplitude articulaire très moindre. Ils provoquent une fatigue accrue. Ils stimulent aussi une réponse au stress plus importante. Passons maintenant aux exercices mono-articulaires. C'est les exercices qui n'impliquent une seule articulation. Par exemple, l'extension de jambes qui implique uniquement le genou et permettent de stimuler les muscles impliqués dans le déplacement du segment osseux dans cette direction spécifique. Si on revient à l'exemple précédent, il faut dire que l'extension des jambes est utilisée pour entraîner les muscles extenseurs. En revanche, les muscles fléchisseurs de la jambe sur la cuisse, comme les ischios, les exercices monoarticulaires ont une valeur de finition lorsque je veux par exemple mettre l'accent sur le travail d'un district musculaire spécifique. Faisons maintenant une petite classification des exercices complexes en fonction de l'engagement articulaire et musculaire. On a le squat, on a les soulevés de terre, on a les leg press, on a les développés couchés, et j'en passe.
Si on parle de l'approche générale de la technique d'exercice, il y a une séquence, une chronologie. Il y a premièrement d'abord l'alignement de la résistance. Ensuite, la position du corps, le mouvement requis par l'exercice, les techniques utilisées durant l'exercice et la progression des exercices. Voilà la chronologie en ce qui concerne l'approche générale de la technique d'un exercice. L'alignement de la résistance par rapport aux muscles à contracter consiste à faire correspondre la direction de la résistance au mouvement, à la direction de la contraction des fibres musculaires concernées. Par exemple, les fibres pectorales ont une orientation principalement horizontale, c'est-à-dire que les fibres se contractent horizontalement et déplacent les membres supérieurs l'un vers l'autre devant le corps. Donc, pour aligner correctement la résistance avec le muscle, elle devrait s'opposer au mouvement des bras lorsqu'ils sont en position horizontale conseillée. Maintenant, je vais un peu évoquer certaines techniques dans certains exercices. Quand on soulève la barre des supports en gardant les coudes bloqués et en rapprochant les omoplates, pourquoi on fait cela? Premièrement, parce que ça fournit à l'humérus. L'humérus, c'est l'os sur lequel repose la charge de la barre. Donc, ça fournit à l'humérus une base solide qui permet de décharger le poids sur le banc plutôt que sur les structures musculaires et tendineuses de l'épaule. En particulier la coiffe des rotateurs qui est soumise à beaucoup de stress dans de nombreuses activités sportives. Deuxièmement, ça libère de l'espace entre l'humérus et la clavicule pour le passage des tendons de la coiffe des rotateurs et du biceps, réduisant ainsi considérablement les risques d'inflammation. Et troisièmement, ça élargit la cage thoracique, permettant ainsi un meilleur étirement du muscle pectoral qui est beaucoup plus sollicité par rapport à une exécution où les épaules sont laissées à la dérive. Si on évoque notamment les variantes du développé couché, il faut cambrer la région lombaire. Cambrer le dos, c'est principalement à transformer la trajectoire de la barre d'incliner à perpendiculaire, en l'abréviant et permettant ainsi l'utilisation d'une charge plus lourde. En pratique, il faut dire que le point d'appui de la barre sur la poitrine tourne de manière à être perpendiculaire aux épaules. C'est une technique utilisée dans le domaine compétitif, comme par exemple le powerlifting où l'objectif est utilisé justement pour soulever la charge maximale pour une seule répétition. Disons que cette position permet une réponse plus importante de la partie inférieure des pectoraux. Si on parle maintenant des variantes avec les membres inférieurs en flexion, ça permet d'éviter premièrement l'hyperlordose. Et cette variante est également utilisée pour réduire l'effort de la partie inférieure des pectoraux, reportant le travail sur les faisceaux moyens et la clavicule. En ce qui concerne la technique standard, pour le développer couché, disons que le positionnement, le sujet est allongé sur le dos, sur un banc plat, pieds bien ancrés au sol. La tête, les épaules et les fesses doivent toujours rester en contact sur le banc. Saisir la barre avec les mains en pronation, éviter de positionner les épaules trop éloignées de la barre. Parce que instinctivement, beaucoup de personnes alignent les yeux sur la barre. Mais de cette manière, ils doivent étendre les membres supérieurs trop en arrière. Ce qui rend difficile de soulever la barre par soi-même, surtout lors des séries les plus lourdes. Parlons maintenant de la variante. Ça c'est la technique standard. On parle de la variante avec le dos cambré, qui est la technique utilisée par les powerlifters pour les charges supermassives, et ce qui est très dangereux. Disons que cette variante limite l'amplitude du mouvement et permet de soulever des charges sensiblement plus lourdes. Et dans ce cas, la région lombaire cambrée sert à limiter la descente de la barre et à placer la cage thoracique de manière à solliciter la partie inférieure des pectoraux, qui est plus puissante bien sûr. Donc, cette position entraîne une lordose marquée du dos, au niveau du bas du dos en fait. Et ça crée une compression violente des vertèbres avec le risque d'endommager ces vertèbres. C'est pourquoi j'ai dit que cette technique est dangereuse. Cette technique est très dangereuse.